Bonjour à tous, merci encore de nous suivre ce dimanche pour les Blabla Sensés dont le thème aujourd'hui est la prolifération des écoles privées en Afrique, à qui profite le thème. Pour en discuter, nous avons nos chroniqueurs habituels, Moussa Badje Doumbia, notre géopoliticien, Baba Konare, notre psychologue, et Rika Adeshan, notre conseiller financier. Il faut rappeler un peu le contexte. Aujourd'hui, les écoles privées poussent comme des champignons un peu partout en Afrique. C'est devenu un signe extérieur de richesse. Tout le monde ne peut pas envoyer son fils à l'école. Et aussi, les enseignants qui dispensent des cours dans ces écoles privées sont également ceux qui dispensent des cours dans l'école publique. Et donc, quelque part, ils font la promotion de l'école privée en détournant les élèves, les étudiants vers les écoles privées dans lesquelles ils dispensent les cours. Et ça crée un certain nombre de problèmes parce qu'on a eu à rappeler ici les différents rôles régaliens de l'État. Il y a l'éducation nationale. Et aujourd'hui, la prolifération des écoles privées partout en Afrique qui prennent la place de l'État. Et il faut rappeler aussi que ces écoles privées reçoivent des subventions du fait qu'ils jouent un peu le rôle de l'État. Et donc, nous avons parlé des problèmes liés à la prolifération des écoles privées un peu partout en Afrique. On va faire un tour de table et savoir un peu ce que nos chroniqueurs en pensent. Moussa Badje Doumbia. Oui, bonjour et merci de me regarder encore une fois sur RP Média. Étant moi-même fruit en partie de l'école privée, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours marqué parce que j'ai vu réellement l'écart qui peut exister entre l'école publique et l'école privée. Pour moi, le phénomène de l'école privée s'explique par deux ou trois éléments qui sont justement la démocratisation des marchés, qui est aussi quelque chose qui provient de ce qu'on a appelé à l'époque les plans de restructuration budgétaire, la privatisation, l'ouverture du marché. Ce qui fait que nos États se sont retrouvés quelque part à ouvrir le marché de l'éducation au privé. On a vu des universités privées à connotation, je ne sais pas, maghrébine ou américaine s'implanter dans tous les pays d'Afrique. Et par la suite, il y a un message qui a été véhiculé pour dire que c'est des écoles sérieuses, c'est des écoles qui donnent un certain savoir, à connaître mieux le mécanisme international, à avoir une ouverture beaucoup plus large sur le marché, non seulement national, mais aussi international, avec des diplômes internationaux. Ce qui a vraiment accentué, si vous voulez, l'afflux des élèves et étudiants dont les parents ont les moyens nécessaires pour leur payer ces cours-là. Et par la suite, petit à petit, on va dire, l'école publique a été démembrée à la suite de certaines décisions, notamment, je vais encore m'en prendre aux institutions internationales, liées à la contradiction des propos entre le FMI et l'UNESCO, parce que d'une part, vous avez l'UNESCO qui demande à tous les pays d'envoyer tous les enfants à l'école, et de l'autre côté, vous avez le FMI qui leur dit, mais écoutez, commencez à dégraisser vos dépenses, vous donnez trop de dépenses et vous investissez trop dans des choses qui ne vous rapportent pas concrètement aujourd'hui, dans l'éducation, ce qui fait qu'on a des salles de 100 à 120 élèves pour des enseignants, un seul enseignant, ça a ramené le système de double vacation. Et aujourd'hui, on va dire l'unité de valeur, l'unité de mesure de valeur d'un individu est plutôt ce dont tu possèdes et ce dont tu as acquis et conquis comme connaissance. Donc maintenant, les gens qui ont un peu de moyens se sont dit, bon, écoutez, comme on a bradé l'école publique, on a démembré la structure même de l'école publique, le sens même de l'école publique, nous on va envoyer nos enfants dans des écoles qui leur permettront d'acquérir un certain savoir afin d'avoir une garantie par rapport à leur avenir. Quoique, comme je l'ai dit, ce n'est pas toutes les écoles privées qui sont aussi meilleures que l'école publique. On a vu dans certains cas, notamment, je vais peut-être donner un exemple, notamment dans le cas des lycées, où on voit vraiment des lycées privés qui
à la fin de l'année, rajouteront 1 ou 2 de moyenne, en tout cas, c'était le cas au Mali. Alors qu'on a des lycées comme le lycée technique qui sont restés quand même des lycées très solides. Après, il y a même le lycée Askia qui joue encore d'une certaine réputation. L'idée, c'est de dire la démocratisation, est-ce que finalement c'est l'État ou est-ce que c'est juste une situation conjoncturelle et structurelle qui a été imposée à nos pays? Parce qu'aujourd'hui, l'école privée, c'est peut-être l'une des voies pour aider la population à accéder à la formation et à la connaissance. Mais depuis 10 ans, on voit très bien le niveau des étudiants maliens. Pourtant, je vais peut-être donner des éléments, mais je ne suis pas très sûr. Mais quand on voit aujourd'hui le nombre d'étudiants maliens qui étudient dans les universités privées, ça équivaut presque au nombre d'étudiants qui se rendent dans les écoles publiques. Alors que le niveau a vraiment dégringolé depuis une décennie. Maintenant, est-ce vraiment un remède ou est-ce vraiment une solution pour accéder à la connaissance ou juste un moyen pour accéder à l'emploi? C'est la question que je me pose par rapport aux écoles privées. Bien entendu, nous parlons de la prolifération des écoles privées. L'objet du débat n'est pas d'incriminer les écoles privées, mais de l'abus qui s'ensuit. La plupart du temps, en Afrique au sud du Sahara, le nombre d'enseignants n'a pas augmenté de façon significative. Par contre, le nombre d'écoles privées a augmenté de façon exponentielle. Et donc, ça pose le problème de la quantité d'enseignants pour couvrir toutes ces écoles-là. Et ça pose un problème aussi d'opportunisme au niveau des enseignants et des écoles privées qui délaissent le public pour le privé. Et encore, un autre problème qui soulève, quelle différence les écoles privées proposent par rapport à l'école publique? Est-ce qu'il y a plus de stages? Est-ce qu'il y a plus de matériel didactique? Est-ce qu'il y a plus de connaissances? Est-ce qu'il y a plus de spécialités? Est-ce que le contenu de ces spécialités, de ces choses qu'ils proposent là sont adaptés aux besoins du pays? Ce sont des questions que nous sommes amenés à répondre ou du moins à apporter des analyses. Baba Konaré. Pour moi, il y a 3 perspectives à partir desquelles je voudrais intervenir. La première perspective, c'est une perspective, disons, politique. À savoir, comme Moussa le disait tout à l'heure, comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation où il y a eu un boom des écoles privées? Dans le cadre du Mali, plus particulièrement, je pense qu'on peut dire qu'il y a une espèce de décalage entre les visions et l'exécution dans la réalité. Donc c'est une question de volonté politique certainement. Je pense qu'il y a une situation conjoncturelle où clairement il y a énormément d'élèves, la population malienne est très jeune et l'État se retrouve de facto dans une situation où il est donc très difficile de pouvoir garantir un bon niveau d'éducation pour toutes ces personnes. Et donc, la promotion des écoles privées, en fait, ce serait une manière de permettre à des tiers de venir renforcer les compétences de l'État, de venir renforcer un système scolaire éducatif qui est décidé par l'État, parce que le ministère de l'Éducation nationale, dans ses différentes déclinaisons, c'est lui qui fait le programme. Il y a quand même tout un corpus d'enseignement qui est toujours respecté. Mais après, les écoles privées, qu'elles soient des écoles plutôt, on va dire des écoles turques, des écoles de Maliens fortunés, des écoles d'anciens enseignants, etc., elles sont là aussi pour créer un nouveau vivier, pour accueillir tous ces élèves qui ne peuvent pas aller dans le système étatique. Et bon, c'est vrai qu'on parle d'écoles privées versus écoles publiques, mais il faut aussi dire que les écoles privées ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Il y a des écoles privées pour lesquelles il faut payer 5 000 francs CFA, par exemple, en sachant que de mémoire, si je me souviens bien, la coopérative annuelle à payer pour les écoles publiques, c'est de 500 francs. Donc, il y a des écoles où il faut payer 5 000 francs. Il y a d'autres écoles où il faut payer pour l'année scolaire 100 000 francs. Il y a même d'autres écoles où ça va encore au-delà. Donc, quand on parle d'écoles privées, il y en a qui finalement sont comme des espèces d'écoles publiques, mais finalement sans les garanties d'avoir le filet de l'État derrière. C'est pour ça que je ne suis pas vraiment sûr que les écoles privées permettent vraiment d'avoir accès à un meilleur enseignement. Pour avoir moi-même pu comparer les deux, j'ai fait une partie de ma formation dans une école publique et une autre dans une école privée.
Certes, dans l'école publique, on était une centaine dans la classe. C'était vraiment très précaire. Les conditions d'enseignement n'étaient pas simples. Beaucoup de choses étaient liées aux conditions climatiques et autres. Dans le système privé, il y a quand même plus de confort. Mais ce que l'école publique permet, c'est très souvent les visites de profs venant d'autres contrées. C'est aussi une certaine ouverture, disons, sur l'académie de manière plus générale. Disons, par exemple, on avait des moments où on pouvait ramener des animaux à l'école. Il y a d'autres moments encore où vraiment on avait accès à la culture même du pays de manière plus directe. On était vraiment là avec un jardin maraîcher à l'intérieur de l'école dont on devait s'occuper. Je me souviens aussi dans les années 90, on a eu un document de l'État pour sensibiliser sur qu'est-ce qu'un génocide, après le génocide du Rwanda. Dans l'école privée, c'est de manière souvent très formelle, très rigide qu'on donne un enseignement. Et je trouve que le côté éducation civique, le côté intégration dans la société, c'est quelque chose qui manque. Et même ces opportunités qu'on peut avoir, par exemple, de partenariat avec des écoles à l'étranger, parfois ça manque dans l'école privée. De mémoire, je me souviens aussi qu'il y a une école à Kati, qui est une école publique, qui était vraiment appuyée grâce à la coopération décentralisée par une école ici en France. Donc ça permettait finalement à ces élèves dans l'école publique de bénéficier de choses que les élèves dans le privé n'auraient pas pu avoir. Donc bon, ça, mon expérience, ça rejoint mon expérience personnelle finalement. Donc c'est la deuxième perspective que je voulais ouvrir, qui est que selon moi, en tout cas, là où l'école privée peut permettre un avantage, c'est vraiment dans le sens où c'est un vivier de création pour les clics. J'ai l'impression que beaucoup de gens de l'élite tirent une grande fierté à pouvoir envoyer leurs enfants dans ces endroits-là, quelle que soit la qualité. Souvent, il y a des écoles de très bonne qualité d'ailleurs, où il n'y a pas que cette logique sociale de clics. Mais on retrouve en tout cas des petits groupes qui se forment comme ça, qui sont des gens qui vont évoluer ensemble, qui sont des gens qui auront vocation aussi peut-être plus tard à avoir une espèce d'ascendant politique sur le reste de la population, alors que l'école publique finalement prive de ces choses-là. Et souvent d'ailleurs, je dirais, quel que soit le milieu d'origine des parents, souvent le fait d'être à l'école publique, ça peut être vraiment un plafond qui est créé. Et donc dans ce sens-là, je dirais que ça dépend une fois de plus des opportunités que les politiques peuvent créer dans la réalité des choses. On pourrait par exemple imaginer une réforme de l'école privée dans laquelle il y a beaucoup plus de coopération, beaucoup plus de dialogue entre les personnes dans l'école privée et les personnes dans l'école publique. Après, la dernière perspective de discussion qui me semble intéressante, c'est de voir quelle est la perspective historique. Le Mali était un pays qui a été colonisé par la France. C'était un pays où, au moment de l'indépendance, très peu de gens avaient accès à la scolarisation. Donc l'école était vraiment pour une élite. Et le but de l'école, très souvent, c'était vraiment d'aller soit vers le bac, soit vers les écoles qui préparaient pour être des enseignants. Mais du coup, toute une frange de la population n'avait pas accès à l'école. Et avec l'avènement de l'indépendance, avec la multiplication des politiques nationales, je trouve qu'il y a quelque chose qui est passé à la trappe, c'est le côté formation pratique. On est très souvent au Mali dans une course vers le bac, dans une course vers comment se distinguer, comment arriver à faire sa place dans la société, comment pouvoir dire j'ai eu le bac donc j'ai une légitimité sociale, alors que finalement tout le monde n'est pas nécessairement destiné à aller au bac. Un enfant qui est d'une région très agricole par exemple, pour qui les parents doivent faire le choix entre envoyer l'enfant à l'école ou le faire aller au champ, ça met dans des dilemmes incroyables et il n'y a même pas de garantie que l'enfant réussira effectivement à l'école. Donc on pourrait par exemple, à titre de réforme, penser aussi à mettre à la disposition des personnes des services de formation professionnelle accélérée ou précoce en tout cas. Voilà ce que j'avais à dire pour ouvrir la discussion. On pourra revenir sur certains éléments. Ne t'inquiète pas, Baba, qu'on va revenir, on va t'attaquer. Avant de passer la parole à Eric Ladéchamps, je voudrais rappeler quelques anecdotes que j'ai vues au Mali de très près. Je commence d'abord par l'enseignement public. Donc à l'université du Mali à Bamako, à la faculté des sciences juridiques et économiques, il y avait un doyen ou un vice-doyen qui s'appelait Abdraman Sanogo, qui avait en 1h30 de cours, venait vendre ses polycopes, qui n'étaient même pas son propre travail.
il faisait copier des passages du livre de Gilbert Abraham Froid, qui avait fait un livre sur l'économie politique. Donc M. Abdraman Sanogo, les gens qui connaissent bien l'enseignement supérieur au Mali savent de qui je parle. Donc il polycopiait une centaine de pages du livre de Gilbert Abraham Froid. Il les revendait à 4000 francs CFA aux étudiants. En fait, il y avait une pression, du stylo rouge. Il y avait un épée de Damoclès qui pesait sur la tête des étudiants. C'est-à-dire que ce monsieur venait, il avait 1h30 de cours, donc pendant 1 heure de temps, il vendait ses polycopes et il prenait le nom de ceux qui achètent les polycopes et il leur promettait des notes, la moyenne en fin d'année. Et à côté de ça, il y avait un autre professeur qui s'appelait Pléa, qui était aussi directeur d'une école privée qui s'appelait l'IGLAM à Bamako. Et donc ce dernier faisait la même chose, il vendait des polycopes à 5 000, 6 000 francs CFA. Il prenait les noms des gens et ensuite à la fin de l'année, les gens le retrouvaient à l'IGLAM. Oui, j'ai acheté un polycope en début d'année, j'ai besoin de 14, il avait ses 14. Ceux qui n'avaient pas payé les polycopes pouvaient toujours se rattraper en payant les moyennes à 10 000 francs CFA, 20 000 francs CFA, 30 000 francs CFA. Et même des demoiselles un peu à son goût pouvaient accéder à ces notes-là sans payer de polycope ni donner de l'argent. Donc vous comprenez ce que je veux dire. Et donc ce sont ces mêmes personnes, comme je le disais, les écoles ont poussé comme des champignons. Il n'y a pas eu une augmentation exponentielle du nombre d'enseignants. Donc les mêmes enseignants qui pratiquent les mêmes pratiques néfastes au niveau de l'enseignement public se retrouvent dans l'enseignement privé qui est censé apporter des valeurs que l'enseignement public n'a pas, et on retrouve le même schéma. Et donc je pense que l'État a démissionné. Les enseignants qui quand même pratiquent un métier très noble ont démissionné. Les parents d'élèves et étudiants ont démissionné. Donc en fait nous vivons dans un no man's land. Erika Deschamps, vous qui avez connu l'enseignement du Bénin, est-ce que c'est le même schéma qui se présente là-bas? Bonjour à tous nos spectateurs de RP Media. Je suis ravi d'être encore parmi vous aujourd'hui pour parler de cette thématique des écoles privées, et notamment de leur prolifération en Afrique subsaharienne. Moi, ça m'interpelle. Pourquoi? Parce qu'en tant que jeune et en tant qu'aîné et maintenant parent d'enfants, je pense que c'est une préoccupation qui doit toucher tout un chacun de nous en tant que futurs leaders de ce continent africain. Je profite aussi de l'occasion pour quand même souhaiter une bonne rentrée aux enfants, pour ceux qui ont déjà commencé l'école, que ce soit au primaire, au secondaire ou à l'université, pour ceux qui font des études supérieures. La thématique aujourd'hui, elle est intéressante. Elle est intéressante à plusieurs égards. La première, je dirais, sur le fait que l'État n'a pas suivi, en tout cas n'a pas anticipé les problèmes démographiques aujourd'hui qu'on connaît sur le continent. Tout simplement, pourquoi? Parce que il y a eu aujourd'hui plus de monde, plus d'enfants qui sont nés, et ces enfants, il faut bien les former. L'école est l'institution, en tout cas publique, qui permet un tant soit peu de pouvoir gommer les inégalités qu'il puisse avoir au sein de la société. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte, en tout cas depuis un certain nombre de temps, que l'État a démissionné. Quand je dis l'État a démissionné, c'est-à-dire que toute l'institution, en termes de formation et d'encadrement de ces jeunes-là, ont vraiment fait faillite. Pourquoi je parle de faillite? Le mot est peut-être fort, mais c'est important de pouvoir le souligner, parce qu'on était habitué souvent à une surpopulation dans les écoles, à avoir des classes d'à peu près 50 voire 60 enfants dans le primaire, et même à l'université aujourd'hui, ça se ressent encore, c'est encore patent, parce qu'il n'y a pas eu d'infrastructure qui a été construite. On n'a pas anticipé justement sur cette évolution, cette croissance démographique aujourd'hui qui a ramené en tout cas un pan entier de jeunes sur le marché de la formation. Quand je parle de formation, j'intègre toute la dimension formation aussi bien professionnelle que formation générale. Aujourd'hui, tous ces jeunes-là se sont retrouvés un peu laissés à eux-mêmes. La nature ayant horreur du vide, il y a eu ces écoles privées qui ont profité justement de ce marmite un peu qui commençait à déborder pour pouvoir absorber le flux de jeunes et d'enfants
qui arrivaient sur le marché de l'éducation qu'il fallait bien encadrer. Et dans cette perspective, il y a une prolifération d'écoles. Naturellement, ces écoles-là, il y a un coût. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un certain sérieux, il faut le dire. Je suis issu de ces écoles privées. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. En termes d'avantages, il y a l'encadrement qui peut être de qualité, quand je dis qui peut être, parce qu'on arrive aussi souvent à des mix. Aujourd'hui, ces écoles-là sont purement des écoles de commerçants. Ce sont des commerçants dont les enfants, dont nos jeunes frères et nos jeunes sœurs sont des clients. Les parents, ils sont là pour payer, mais ils ne sont pas sûrs, en tout cas, de la qualité de l'éducation qui est transmise à leurs enfants. Moi, ce qui me frappe souvent et que j'observe, que ce soit au Bénin ou dans d'autres capitales ouest africaines, c'est le fait que ces écoles-là ne sont pas agréées pour la plupart. Elles sont ouvertes vraiment à volo. Il suffit juste d'avoir les moyens, juste d'avoir un local, de recruter parfois des professeurs qui n'ont pas les compétences nécessaires, c'est-à-dire qu'on peut avoir des professeurs qui ont des niveaux bac ou bac plus 2 tout au plus pour enseigner aux enfants. Parfois même, ils n'ont pas de connaissances pédagogiques pour pouvoir encadrer ces enfants-là. Donc, du coup, ces écoles-là profitent du fait que l'école publique étant défaillante, puisqu'il y a la surpopulation dans les classes dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi le problème des grèves. Les grèves qui n'arrêtent pas, qui posent un véritable souci pour les parents, parce que quand ils se disent que les enfants sont à l'école, les parents, ça leur permet de faire d'autres activités. Mais quand les enfants sont à la maison à cause des grèves, à cause des problèmes qu'il peut y avoir entre les syndicats d'enseignants et l'État, finalement, c'est les parents encore qui se retrouvent à faire ce difficile choix. Il y a une autre chose aussi que je souhaiterais souligner, c'est justement à cette période de l'année, on voit souvent des publicités récurrentes d'écoles, pour la plupart d'écoles privées, sur les chaînes de télévision. Moi, je me dis, aujourd'hui, à bon 20 points d'enseigne, une école qui a souvent, en tout cas, des bons résultats, elle n'a pas besoin d'aller faire forcément de la pub. Une école, que ce soit une école privée ou une école publique, c'est vrai qu'au niveau des écoles privées, il y a des résultats parce que l'encadrement, il est présent. Présent en ce sens où les effectifs sont plus réduits. Mais ça a un coût. Ça a un coût que le public aujourd'hui ne peut pas supporter. Vous l'avez souligné tout à l'heure, certains de mes prédécesseurs, il y a une réalité. C'est que les parents, ils sont soucieux du devenir de leurs enfants. Et par rapport à ça, ils sont prêts à payer le prix fort. Et qui sont ceux qui récupèrent le delta entre ce que l'école publique peut avoir comme frais de scolarité et l'école privée? Ce sont les écoles privées. Pourquoi? C'est le prix de l'excellence, si je peux me permettre de parler ici. Quand je parle d'excellence, je ne dis pas forcément que les écoles privées, ce sont les meilleures des écoles, mais l'encadrement est présent. Il y a vraiment ce souci-là de pouvoir renforcer davantage les effectifs au niveau des écoles publiques. Parce que, on l'a souligné tout à l'heure, on observe une décrépitude de la qualité de l'enseignement. Et cette qualité-là, ça se ressent au niveau, à la sortie de ces enfants de l'enseignement supérieur, puisque aujourd'hui, il suffit juste de prendre même des dissertations ou des sujets ou même des rapports de stage, des personnes qui sortent d'un niveau BTS ou DUT, mais franchement, ça va vous donner vraiment mal au cœur. Pourquoi? Tout simplement parce que ces rapports sont truffés de fautes, sont truffés d'erreurs et d'incongruités. L'école privée a ses avantages, l'école publique aussi a ses avantages. Mais aujourd'hui, l'école privée, c'est devenu l'école des élites. Malheureusement, ceux qui n'ont pas les moyens n'auront pas la chance de pouvoir offrir un cadre agréable d'éducation à leurs enfants. La faute, elle est partagée. Elle est aussi bien au niveau des pouvoirs publics, mais aussi au niveau des parents. Il faut que les parents aussi, ils jouent leur partition en se disant, ce n'est pas forcément l'école privée, c'est pas parce que j'envoie forcément mon enfant à l'école privée qui va devenir demain une élite. Il faut également
que les parents ils puissent également participer à l'orientation de leurs enfants, afin qu'ils ne puissent pas se retrouver, que ce soit dans le privé ou dans le public, ils ne se retrouvent pas laissés à eux-mêmes. Encore toujours dans les mêmes problèmes avec les écoles privées, il faut rappeler que la semaine dernière en Côte d'Ivoire, le gouvernement le pouvoir Alassane Ouattara a fermé environ 80 écoles qui ne répondaient pas aux normes. Et il y a encore des centaines d'écoles qui pourraient être fermées. Mais en attendant, on fait comme la pharmacie. On sait qu'il y a un médicament qui n'est pas bon, mais on attend 2015 pour le retirer du marché. Pareil, un pays comme le Mali, il y a beaucoup d'écoles privées qui n'ont pas reçu d'agrément, mais on ne les ferme tout simplement pas parce qu'on a parlé de l'élite. Effectivement, quand vous regardez, la plupart des écoles privées appartiennent à des gens de l'élite ou à des gens fortunés qui font du copinage avec l'élite. Et donc, on ne peut pas être en même temps juge et arbitre. Moi, la question que j'ai à vous poser, on va faire un tour de table mais rapide cette fois-ci pour ne pas s'éterniser dessus. Est-ce que la prolifération des écoles privées ne cache pas plutôt un marché aux notes? C'est-à-dire que quand on envoie son enfant à l'école privée, on est sûr, en tout cas dans les classes intermédiaires où il n'y a pas d'examen national, est-ce que ce n'est pas un viatique pour que son fils ait une bonne note à la fin de l'année? C'est la question que j'ai à vous poser. On va commencer par Moussa Badié Doumbia, mais très rapide, en moins de 30 secondes. Oui, ben, ça c'est inéluctable. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure quand je parlais. C'est clair et net qu'il y a beaucoup d'écoles qui augmentent les moyennes générales. À la fin de l'année, ça c'est connu, ça ne m'est pas caché. J'ai eu des amis à l'époque, quand je faisais mon bac, qui m'ont dit bah, moi je vais dans telle ou telle école, et puis c'est sûr que j'aurai la moyenne et puis j'aurai mon bac. Bon, je ne dirais pas que c'est ça qui leur a permis d'avoir leur bac, mais quand même, au final, il y a certains qui ont eu leur bac. Et si je peux me permettre, j'aimerais juste rebondir sur très rapidement. Trois points, voilà, très rapidement. Tout à l'heure, quand Erika Deschamps parlait du fait que les gouvernements n'ont pas anticipé l'explosion démographique en Afrique, moi, la question que je pose, certes, c'est le cas, mais aujourd'hui, on sait très bien que, en tout cas au niveau des lycées, que les lycées sont subventionnés, les lycées privés sont subventionnés par l'État. Est-ce qu'on ne pourrait pas mener une étude là-dessus pour savoir le manque à gagner? Est-ce que c'est plus bénéfique pour l'État de donner de l'argent au privé pour faire ce qui lui revient de mission, ou tout simplement de dire c'est plus bénéfique pour nous de donner de l'argent? Voilà. Ça serait intéressant à mon avis qu'on sache réellement comment on utilise nos sous. Très bien. Baba Konaré. Juste pour réagir là-dessus aussi, je pense que ça rejoint ce que tu étais en train de dire sur la question du copinage. C'est aussi une manière de payer ses amis politiques. Un ami politique qui a un lycée privé, lui donner un agrément, c'est aussi s'assurer qu'il va recevoir telle somme d'argent de manière assez régulière. Mais bon, ça c'est un autre débat. Pour répondre à la question, je serais moins catégorique sur la certitude qu'offrent les écoles privées de réussir en termes de notes. Certes, dans les écoles privées, on donne des 16, on donne des 17, etc. Mais je peux vous garantir que lorsqu'on regarde les résultats du bac, un 16 de moyenne, ce n'est pas ce qui donne le bac. Chaque année, on voit les taux de réussite au bac qui sont vraiment catastrophiques. Et je pense que finalement, les choses arrivent à s'équilibrer à ce niveau-là. Bon, c'est vrai qu'il y a des écoles privées où les gens réussissent à 90 ou à 95% le bac, mais ces écoles sont très très rares parmi les écoles privées. Et je pense que les meilleurs taux de réussite et les meilleurs étudiants viennent souvent des lycées privés, comme le lycée technique d'ailleurs. Et je pense que effectivement, durant la scolarité de l'enfant de la première année à la 9e année, où il n'y a pas vraiment d'examen, les enfants peuvent passer. Ça donne l'illusion que les choses vont bien. Mais arriver en classe d'examen en 9e année en terminale, là, tout s'effondre, il n'y a pas moyen de continuer. Quoique, il y a maintenant des universités qui se développent, qui acceptent de prendre les étudiants sans bac, sous garantie qu'ils aient le bac, arrivé à la licence. Mais je pense qu'au final, lorsqu'on parle de ces problèmes-là, il y a une chose qu'on doit toujours avoir en tête, c'est la question de l'éthique générale. Et je pense que ça, que ce soit dans le privé ou que ce soit dans le public, c'est un problème qu'il y a de manière visible et évidente dans nos sociétés. Tant qu'il n'y aura pas de loi plus stricte, tant qu'il n'y aura pas de juges qui puissent arbitrer ce qui se passe sur la scène, comment arriver à avoir des systèmes pérennes? Qu'on soit dans le public ou dans le privé, ça, rien ne changera.
Très bien, Baba. Eric Adéchamps, est-ce que vous pensez, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que les écoles privées en grande majorité sont des foires aux bonnes notes pour les étudiants et les élèves dans des classes intermédiaires qui ne présentent pas des examens finaux nationaux? Oui, il faut dire que ces écoles privées, elles font la course aux chiffres, en particulier aux statistiques, parce que plus vous avez un effectif assez pléthorique d'admis aux examens, mais mieux c'est après pour pouvoir faire votre publicité. Moi, par exemple, le cas du Bénin que je connais très bien, je vois souvent placarder sur certains établissements des photos des enfants qui sont admis au bac, qui sont issus de ces établissements-là, et il sert d'outil en fait de publicité, de communication pour pouvoir attirer le chaland qui sont les parents d'élèves des futurs écoliers. Bon, je pense qu'aujourd'hui, les écoles privées, elles ont une culture du résultat, une culture du chiffre. Mais plus elles auront de pensionnaires, mieux elles se porteront, parce que forcément, les promoteurs de ces établissements-là ne sont pas des philanthropes, hein, ils sont des purs businessmen. Et tant que le business va prendre le dessus sur l'éducation, il ne faudra pas s'étonner de la qualité de l'éducation, en tout cas, qui est dispensée dans ces établissements-là. Vous avez parlé tout à l'heure du copinage qu'il peut y avoir entre les professeurs et les étudiants. Ce n'est pas un secret de polichinelle aujourd'hui, ce qu'on observe dans nos établissements. Mais vous avez beau tricher dans les écoles, dans les universités, il y a une réalité. Quand vous vous retrouvez dans la vie active, vous ne pourrez pas tricher. Parce que vos lacunes, vous allez plutôt les colporter d'année en année sur plusieurs générations. Et ce serait trop tard de pouvoir le dévoiler. Je prends le cas par exemple du Bénin tout récemment. Il y a un député qui a demandé à des étudiants d'aller composer à sa place à l'université. Ben, ça n'a pas menti. Il a été radié justement pendant 4 ans. Il ne pourra pas passer des examens. Ce sont des réalités. Si au niveau des institutions qui sont chargées de l'éducation, le message n'est pas passé. On ne parle même pas d'une équipe élitiste, mais c'est plutôt d'une éthique. Mon prédécesseur l'a souligné, il faut vraiment cette éthique-là qu'elle revienne, que les valeurs morales, les valeurs cardinales de justice, d'abnégation, d'investissement, déjà de soi, ils puissent vraiment apporter quelque chose aujourd'hui à nos jeunes, pour qu'on puisse demain aspirer à une jeunesse éclairée et bien encadrée. Merci Eric Adéchamps. Avant de mettre fin à ce blabla sensé, il faut rappeler que le cadre des examens tels que le bac, le BEPC dans ces écoles privées là aussi laisse à désirer. Des fois, c'est le directeur qui fait cotiser les élèves pour mettre certaines conditions à la disposition des surveillants des examens, de sorte à ce qu'on puisse donner les solutions aux différents sujets aux étudiants, de sorte à lever les moyennes et gonfler les statistiques de l'école aux différents examens. Donc j'espère que ce débat permettra aux gens de mettre le doigt sur les différents problèmes liés à la prolifération des écoles privées en Afrique au sud du Sahara, et aussi à reconnaître que l'État a démissionné, que l'État, au lieu de subventionner les écoles privées, pourrait prendre cet argent et s'investir davantage et mettre les garde-fous pour que les jeunes gens puissent aller dans des écoles dignes et avoir une formation adéquate pour faire face aux défis du pays. Je tiens à remercier tous ceux qui ont permis la réalisation de ce blabla sensé: Moussa Badia Doumbia, Baba Konare, Erika Deschamps, la caméra woman Mariam Sissoko, nos 2 tuteurs maison qui font vivre tous nos spectateurs grâce à ce live tweet, Baba Dem de Adem France, Moussa Mansa, le roi sans couronne, et aussi Mariam Kadia Kamara. Merci à tous et à dimanche prochain.